Alors, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir donc continuer cette conférence, même la débuter, puisque vous avez assisté à un petit extrait du document Génération Jackson. Et pour ce faire, bien sûr, j'appelle mes deux invités, Amélie Dalmazo et David Lermite, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, allez, je n'ai pas de technicien attitré, donc je porte mon petit... Alors, on va faire une petite biographie, si vous le voulez bien. Amélie Dalmazo, vous êtes docteur en sciences de l'information, vous me corrigez si je me trompe, et de la communication, sémiologue des médias, essayiste et productrice de télévision, pour les studios dissidents notamment. Vous êtes notamment la directrice artistique du COP Meeting, donc, qui est organisé aujourd'hui. En mars 2010, vous avez publié un essai intitulé « Michael Jackson n'a jamais existé ». Attention, madame, je l'avais dit ça. Alors, on continue. Dans lequel vous traitez notamment du charisme et de la fascination qu'exerçait Michael Jackson sur ses fans et sur le public en général. Oui, voilà. Tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. David Lermite, les fans de Michael Jackson vous connaissent pour avoir publié en 2007 le livre Michael Jackson, l'homme invincible. Donc, le 10 juillet 2009, vous êtes contacté par les éditions Premium pour justement vous proposer de découvrir la suite de l'histoire. Malheureusement jusqu'aux tristes dernières nouvelles. Et puis ce livre s'appelle dorénavant du coup Michael Jackson, Éternel Michael, qui est sorti en 2010. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes écrivain public actuellement, oui. Mais vous avez exercé plusieurs métiers. Vous avez été postier, menuisier, etc., etc. Alors pour débuter cette conférence, j'aimerais vous demander, comme de nombreuses autres personnes, vous avez connu Michael Jackson dans votre jeunesse, pour d'autres un peu moins jeunes. Comment vous l'avez rencontré, l'artiste, justement ? Amélie Dalmazo, peut-être ? Alors, moi, pas physiquement, bien sûr. Oui, voilà, évidemment, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer pour de vrai. Mais je l'ai rencontré affectivement, on va dire. Voilà. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, j'ai été éblouie par le film Moonwalker. En fait, j'ai découvert à travers des images, au cinéma. Et je crois que ça m'a tellement marqué que finalement, ça a conditionné certainement... ma carrière tout entière, puisque aujourd'hui je travaille dans l'image, que je me suis effectivement consacré une thèse pendant 6 ans à étudier les clips de Michael Jackson, à étudier la fascination justement qu'il exerçait sur les gens et sans doute sur moi aussi. Voilà, donc ça a été un vrai coup de foudre, une révélation on pourrait dire, quand j'avais 10 ans. Voilà, donc vous, c'est plus par l'image que vous l'avez découvert. Il en va de même pour vous, David Lermite ? Au niveau de l'âge, c'est à peu près la même chose. J'avais 9 ans, mais je suis un peu plus vieux qu'Amélie, donc c'était à l'époque Thriller. Donc j'ai découvert Michael Jackson avec le titre Beat It. À l'époque, c'était les booms. J'avais 9 ans, on faisait beaucoup de booms. Le DJ passait beaucoup de musique, et dont Michael Jackson Beat It. Je trouvais ça très fort, cette guitare électrique, et en même temps sur un titre dansé. Donc, c'est comme ça, je suis rentré de colonie de vacances. J'ai demandé le 45 tours à l'époque, Beat It, 33 tours Thriller, et puis au jour d'aujourd'hui, ça m'amène là. Donc, c'est surtout la musique, vous, qui vous a plu et le personnage, parce que j'ai vu le clip de Thriller, donc j'avais 9 ans. Ouais, quand j'ai vu ce clip-là, fasciné totalement. Donc oui, après, je ne l'ai plus jamais lâché. Alors, je continue avec vous, justement, David Lermite. Quelles ont été vos motivations, vous, pour écrire un livre sur Michael Jackson ? Parce qu'on n'écrit pas comme ça du jour au lendemain, vous vous levez, hop, je vais écrire un livre sur Michael Jackson. En fait, il a sorti Invincible en 2001. La promotion a duré 2 mois. Donc moi, entre-temps, je suis devenu papa. Aujourd'hui, j'ai 2 adolescents, mais à l'époque de 2001, j'avais des enfants de 4-5 ans. Donc, qui commençaient à découvrir la musique de Michael Jackson, dont Invincible, puisqu'il sort en 2001. Le problème, c'est qu'au bout de 2 mois, il n'y a plus de promotion, il n'y a plus rien. Donc, ce qui m'a vraiment décidé à écrire ce livre, c'est que j'ai regardé mes enfants, je me suis dit, les enfants qui vont grandir dans les années 2000, ils vont connaître Michael que par rapport aux tabloïds, à toutes les sales histoires qu'on peut entendre, mais regardez l'artiste avant. Donc c'est ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Amélie Dalmazo, la même chose pour vous ? Moi, j'ai commencé ma thèse en 2003, donc c'est au moment où il se faisait traîner en justice. Donc précisément, c'est vrai que comme j'étais sémiologue, que je travaillais, je faisais des recherches sur les médias et que c'est ma grande spécialité. Alors sémiologue, peut-être en 10 secondes, ah oui. Sémiologue. Sémiologue, c'est tout ce qui est analyse des discours médiatiques, comment les médias construisent leurs récits et au point de nous influencer parfois dans nos croyances. Voilà. Donc effectivement, mon but, c'était en partie, au-delà de l'étude du charisme et de la fascination, c'était aussi de dire qu'il y avait un lynchage médiatique. Parce qu'à l'époque,
Quand on disait ça, les gens nous regardaient avec des gros yeux en disant mais non, t'es pas objectif, c'est parce que t'es fan, c'est mais n'importe quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que pour moi c'était important de le démontrer scientifiquement, voilà, de faire une vraie étude scientifique objective qui, à partir de la sémiologie, qui est une science, effectivement, de dire bah voilà, on est bien dans la désinformation, on est bien dans le lynchage médiatique. Et pourquoi on s'en prend à cet homme, à cet artiste-là? Voilà. C'était ça que je voulais aussi montrer avec ce travail. Alors en 2007, comment vous avez été contacté justement? Est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche ou est-ce qu'on est venu vous chercher pour écrire ce livre, notamment vous, David? Ah non, on n'est pas venu me chercher. Moi, je travaillais à la Poste. Donc, on n'est pas du tout venu me chercher. C'est moi qui me suis battu. J'ai fini le premier manuscrit, donc j'avais écrit jusqu'en 2005 à peu près. Le manuscrit, je l'ai fini février 2006. Je l'ai envoyé, je me suis battu pour essayer de le faire sortir. Donc j'ai eu des réponses négatives. J'ai eu d'autres réponses. Il y en a certaines maisons d'édition n'ont pas donné de réponse. Et puis donc, 1 an et demi après, un éditeur qui m'appelle en me disant le manuscrit que j'ai reçu me plaît, il y a du travail dessus. Bon, j'avais envoyé un manuscrit de 350 pages. Donc il m'a dit, ça faisait un petit bout de temps que je voulais sortir un livre sur Michael Jackson. Donc banco, on y va. Donc j'étais vraiment content. Alors comment on fait justement pour écrire un livre sur Michael Jackson sans avoir l'artiste peut-être en direct? Comment on fait? On rassemble des archives, des souvenirs personnels? Énormément. Disons que quand j'ai déménagé, le plus gros carton de la maison, c'était celui de Michael Jackson, avec mes articles de presse, mes livres et tout ça. Donc oui, énormément. On rassemble tout ça. Comme j'écrivais chronologiquement, je faisais étape par étape. Donc au niveau des documents, physiquement, Michael, on le reconnaît, les fans reconnaissent l'époque Thriller, l'époque Bad et tout ça. Donc ça m'a aidé. Et puis après, je faisais une chronologie et ça m'a pris du temps. J'ai mis plus de 2 ans et demi à l'écrire de toute façon, en travaillant à côté. Alors vous, Amélie Dalmazo, il y a une histoire un petit peu différente. Vous terminez votre thèse. Vous n'étiez peut-être pas forcément sur l'idée d'écrire un livre tout de suite. Et qu'est-ce qui vous a justement poussé à l'écrire ce livre? D'abord, c'est vrai que quand j'ai fini ma thèse, donc c'est-à-dire 2 semaines jour pour jour, avant la mort de Michael Jackson, j'ai soutenu ma thèse 2 semaines avant. Moi, mon but, c'était de traduire ma thèse en anglais et de lui envoyer. Voilà, je fais la confession. J'ai cherché des fonds pour pouvoir payer un traducteur pour le faire. Donc c'est vrai que sa mort m'a un peu prise au dépourvu. Je voulais lui faire parvenir à lui, en fait. Donc quand il est mort, je sais pas, ça a été évident pour moi à ce moment-là qu'il fallait le défendre. Voilà, il fallait le défendre, il fallait partager avec les gens, avec le grand public, pas seulement garder ça dans une espèce de placard réservé à une espèce d'élite intellectuelle qui aime le verbiage, etc. Voilà, je voulais qu'on sorte de ces discours médiatiques qui me fatiguent. Je pense que ça fatigue beaucoup de monde ici. Oui, voilà. Je voulais qu'on sorte de ces discours un peu stéréotypés. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, je me suis retrouvée sur BFM Télé. Alors, le lendemain de sa mort, un petit peu parachutée comme ça, c'était ma première télé, pour être très clair. Et je me suis retrouvée face à une journaliste qui m'a posé des questions du style « Alors, Michael Jackson, c'est quoi? C'est l'homme noir qui est devenu une femme blanche ?» Voilà. Et moi, si vous voulez, c'est ce genre de questions, c'est ce genre de discours qui me fatigue. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le COP Meeting est là. C'est pour ouvrir une autre réflexion sur Michael Jackson, pour dire des vraies choses. Voilà. Et je pense que c'est important d'aller dans les médias, de s'engager, de prendre parti et de dire non, je ne vais pas laisser juste les abrutis, excusez-moi de mon langage, s'exprimer au son de Michael Jackson. Alors on l'a vu en tout cas, Michael Jackson, vous êtes passionné quand vous en parlez. Quel a été l'impact de justement Michael Jackson dans votre vie ou dans vos parcours de vie personnels? Est-ce que ça a changé quelque chose? Étant adolescent, oui. Oui. Par exemple, en découvrant Michael Jackson à l'âge de 9 ans, mon adolescence, j'étais persuadé, par exemple, c'est un exemple, que je ne fumerais pas ou je ferais un peu comme lui, si vous voulez. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, je me suis complètement planté, mais... donc oui, il a vraiment influencé jusqu'à 17 ans à peu près, vraiment ma manière de vivre, oui, totalement. Et plus tard?
Plus tard, bah non, après j'ai mûri, donc c'était différent. Les histoires de pédophilie sont arrivées. Donc c'est vrai que moi, mon but, c'était de le défendre vis-à-vis de mes proches. Parce que, bon, bah, bien sûr, comme dit Amélie, ce que les médias rapportent, ça rentre dans les oreilles de tous les gens. Et on fait les propres histoires avec ce qu'on entend à la télé. Et c'est pas pour ça que c'est la vérité. Et donc voilà, ça a été un combat, un combat permanent au niveau des proches, surtout à le défendre par rapport à la pédophilie. Amélie Dalmazo. Ah, c'est coupé. On va voir si... 1, 2, 1, 2. Ah, ça marche. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas perçu immédiatement l'impact que Michael Jackson avait eu dans ma vie. Parce qu'effectivement, je l'ai apprécié quand j'étais jeune. Et puis à l'adolescence, je me suis fait rattraper par la pression sociale. C'est-à-dire que je suis passée à d'autres types de stars. Dans mon entourage... on écoutait du rock, c'était l'époque de Nirvana, il fallait écouter du hard rock, donc je me suis mise à écouter du hard rock. Et puis moi j'ai connu Michael avec Bad, donc c'était aussi un album rock. Donc c'est vrai que ma sensibilité, Michael après est parti vers plus à ce moment-là Dangerous, c'était plutôt du R&B et tout ça, la New Jack, donc moi c'était pas mon style de musique. Néanmoins j'avais encore de l'affection pour lui, j'ai toujours gardé vraiment de l'affection pour lui, mais je me suis un peu détachée de sa musique. Et puis c'est beaucoup plus tard, voilà, au moment où je me suis, donc en 2003, quand j'ai commencé à faire ma thèse, que finalement j'ai perçu l'impact qu'il avait vraiment eu sur ma vie, puisque je vous dis aujourd'hui, après avoir fait 6 ans de thèse, je me suis évidemment beaucoup questionnée sur, et puis on me questionne souvent en me demandant, alors est-ce fan, pas fan, bon c'est pas une question facile, mais effectivement... Alors pourquoi c'est pas une question facile justement, quand on vous dit est-ce que vous êtes fan, pas fan? Parce qu'effectivement, je me rends compte que quand même, il a énormément influencé ma vie, au point certainement, encore une fois, d'avoir fait naître chez moi la fascination pour l'image, au point quand même que j'ai fait une thèse sur lui, que j'ai fait un livre ensuite, qu'aujourd'hui je fais ce COP meeting. Donc il faut quand même reconnaître quelque chose. Mais c'est vrai qu'après, le mot fan, peut-être la connotation qu'on entend souvent autour du mot fan, le fait que moi-même j'ai étudié le phénomène... que j'ai une vision très, très nette de ce que j'appelle un fan. Je n'ai pas un jugement de valeur négatif, au contraire, mais je ne suis pas dans un besoin, pourrais-je dire, d'être en présence de la musique de Michael Jackson ou de Michael Jackson. Donc en ce sens, effectivement, je ne me considère pas comme fan. Mais après, vous savez, il y a tellement de manières d'aimer Michael Jackson que je ne sais pas s'il faut mettre un mot, quoi, voilà. Alors que moi, adolescent, justement, bon, j'ai des parents divorcés et par rapport à des soucis personnels et tout ça, j'allais me recueillir en écoutant la musique de Michael Jackson. Et ça me faisait énormément de bien. Ah, je vous crois, je vous crois. Alors justement, vous me disiez, David Lermite est fan et pour Amélie Dalmazo, il y a une sorte de fascination quand même qu'exerce Michael Jackson sur vous, comme sur beaucoup de monde. Alors comment on est objectif quand on écrit un livre sur quelqu'un qu'on aime ou sur quelqu'un dont on est fan? Comment on fait pour être objectif? C'est dur quand même, déjà, d'essayer toujours de rester juste et pas d'aller dans le sens de Michael. Donc, honnêtement, moi, mon but, c'était l'artiste. Donc, c'était relativement facile. C'était pas beaucoup de vie privée. C'était tout ce qui est artistique entre 1982 et 2001. C'était vraiment un but à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'homme en lui-même, j'en parle un petit peu, mais c'était vraiment ce que je voulais faire ressortir, l'artiste exceptionnel qu'il est. Amélie Dalmazo? Moi, alors c'est marrant ce qu'il dit, c'est l'artiste, moi c'est le personnage pour le coup. C'est-à-dire que je me suis intéressée au personnage plus qu'à la personne parce qu'effectivement, il me semblait impossible, n'ayant pas connu la personne, de pouvoir l'étudier. Voilà. Donc moi je voulais étudier le personnage, comment il nous a parlé, etc. Donc comment être objectif? Oui, c'est une bonne question, surtout quand on fait une thèse sur le charisme, la fascination. Eh bien tout simplement, je me suis servi de ma propre fascination. D'une manière générale, en sémiologie, il s'agit toujours de comprendre comment on décode nous-mêmes les images, en fait, comment elles résonnent en nous. Donc, il faut se servir aussi de ce qu'elles provoquent chez nous. Mais il faut toujours rester à distance, c'est-à-dire toujours faire en sorte de ne pas tomber du côté de l'opinion. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour dire, effectivement, je crois que Michael ceci ou que cela. Je vais partir d'un sentiment provoqué chez moi
pour ensuite l'analyser avec de la réflexion, du recul. Voilà. Après, l'objectivité, soyons très clairs, n'existe pas. Enfin, je veux dire, aucun humain ne peut être objectif. On est tous des sujets, donc on perçoit le monde avec nos sens, avec notre manière de penser. Donc l'objectivité n'existe pas. Il s'agit surtout d'être neutre, je le crois, et bienveillant. Voilà. C'est-à-dire que moi, c'est vrai, dans mon travail de thèse, je ne pouvais pas me permettre les superlatifs que je dirais spontanément, elle est géniale. Voilà, c'est pas le cadre. Donc effectivement, ça m'a obligée d'être dans une analyse, dans une réflexion qui m'a aussi coupée à un moment donné de mes affects. D'ailleurs, quand j'ai fini ma thèse, je n'avais qu'une envie, pouvoir regarder, entendre Michael Jackson sans avoir à réfléchir. Parce que pendant 6 ans, à chaque jour, chaque minute, je pensais que à ça. Je n'analysais que les images de Michael et tout le temps. Donc, effectivement, au bout d'un moment, quand on est dans ce niveau d'analyse, on est presque coupé de sa propre relation à l'autre. Voilà, tout simplement. Une petite question qui fâche peut-être. Et l'argent dans tout ça? Alors, il y a beaucoup de critiques de fans, de l'entourage peut-être proche sur le plan émotionnel. Bien sûr, je ne parle pas de la famille de Michael Jackson. Tous ceux qui aiment Michael Jackson, qui se disent qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou un livre qui est fait sur Michael Jackson, c'est parce que Michael Jackson est justement une personne qui a beaucoup de fans, qui peut générer beaucoup d'argent. Alors l'argent dans tout ça? Moi, l'argent, j'y ai pas pensé à la base. C'était vraiment remettre Michael Jackson là où il doit être, c'est-à-dire l'artiste en lui-même. À partir de 2002-2003, on parlait plus que de lui en mal. Donc moi, ce qui m'a guidé, c'est vraiment faire connaître aux générations de l'an 2000 que Michael Jackson, regardait tout ce qu'il a fait auparavant. Donc l'argent, moi, mon but à la base, c'était de se faire éditer, qu'il arrive à sortir dans le commerce. Après, j'en vends, c'est bien. J'en vends pas, tant pis. Mon but est fait, c'est que j'ai réussi à le faire sortir. Après, avec le deuxième livre, ça a engendré d'autres choses. C'est vrai que moi, quand l'éditeur m'a appelé pour le deuxième livre, à la base, j'y ai pas pensé. Si vous voulez, le matin, le 26 juin au matin, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai servi le petit déjeuner à mes enfants n'importe comment. J'étais totalement perturbé, si vous voulez. Donc à aucun moment, j'ai pensé au livre. C'était pas, je pense pas à l'argent à ce niveau-là. C'était le cœur qui parlait. Donc pas de problème. C'est vrai que l'éditeur m'a rappelé pour le deuxième livre. Il est sorti un gros tirage. Ça a été national. J'ai fait des télés, des choses comme ça. Donc c'est vrai que tout ça, ça a engendré, oui, de l'argent. Donc l'argent rentre aussi. Mais c'était pas le but premier, pas du tout. Amélie? J'aimerais bien en avoir de l'argent, moi. Non, mais je vous le dis franchement, moi j'ai fait 6 ans de thèse. J'ai pas eu de financement à l'époque. J'ai vendu 1000 livres, donc je pense pas... 1000 livres pour vous. Et pour vous, David Lermite, juste une petite parenthèse? Moi, j'en suis aux alentours de 20 000. Ah oui, donc c'est un peu plus important. Amélie? Mais c'est normal, enfin voilà. Après, c'est vrai que tout ce qui est réflexion est difficile. Je viens aussi devant les gens avec un titre qui fait peur. Bien sûr, mais je le comprends. Juste... Oui, allez-y. Jamais existé, je sais plus quoi le titre, c'est ça? Oui, c'est ça. N'a jamais existé. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit... Mais je comprends. Ça veut dire quoi, en fait, l'idée, c'était surtout de dire, voilà, Michael Jackson, c'est un mythe, c'est une légende. Donc ce personnage dont on a parlé dans les médias n'est pas le vrai Michael Jackson. Il n'existe pas, ce personnage. C'est un personnage. Voilà. Que ce soit, si vous voulez, celui qui, soi-disant, dormait dans un caisson oxygène, que ce soit celui qui, soi-disant, était un pédophile, celui-là n'existe pas. Bien sûr, c'est dans ce sens-là. Et après, il y a d'autres entrées, mais voilà, il y a plusieurs niveaux. Mais effectivement, quand on part de l'idée que c'est une légende, c'est un récit. Et c'est exactement le propos de mon livre. Mais j'aurais aussi pu appeler le livre, et d'ailleurs on a beaucoup hésité avec l'éditeur au départ, je voulais l'appeler quelque chose comme Notre miroir, et bon, ça sonnait pas, il voulait l'appeler Michael Jackson, c'est nous, par exemple. Il y avait ça, et on a aussi proposé à un moment donné de le faire à l'inverse, c'est-à-dire il a toujours existé, parce que ça revient au même, finalement. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que on parle un petit peu avec nos deux invités. Et après, je vous laisserai le micro. Vous pourrez poser des questions. Mais juste, je voudrais revenir sur cette question de l'argent, parce que je n'ai pas vraiment répondu. Je voudrais dire d'abord que c'est vrai que c'est un peu fatigant de se faire systématiquement cataloguer. Et je le dis là aujourd'hui. Moi, je pense que tous, on se fait beaucoup insulter. Il y a des gens qui nous harcèlent, même chez nous. Enfin, voilà, moi, je le dis.
Je trouve ça dommage parce que je pense qu'il est important au contraire de prendre parole. Il faut prendre parole. Il faut arrêter de vouloir dire tout le temps « Ah oui, on profite ». Non. Aujourd'hui, on est là, on est réunis autour d'une même passion, d'un même amour. Personne n'est là pour faire de l'argent. On est là parce qu'on a envie de partager. Voilà. Et je pense que c'est ça qui compte. Voilà. Après, si il y a des gens qui rencontrent le succès avec des livres sincères comme David, moi j'en suis ravie. Et je trouve ça normal que quelqu'un qui travaille, qui se donne du mal, qui s'applique pendant des années à faire un travail, qu'à un moment donné, il puisse avoir de l'argent en récompense ou pour l'aider peut-être à en faire un deuxième. Voilà, on ne peut pas, quand on travaille à côté, effectivement, on ne peut pas se consacrer à son art ou à son engagement. Voilà, donc moi je trouve ça normal et je trouverais ça bien que les gens qui le méritent puissent gagner leur vie. Voilà, on a par exemple Christophe Boulmé qui pendant des années a fait des photos gratuitement, qui s'est fait attaquer tout le temps, tous les jours, systématiquement, qu'on a taxé de profiteur, etc., même autour de l'exposition qu'il fait ici, alors que c'est quelqu'un qui vit avec peu d'argent, comme moi, comme la plupart des gens qui sont ici, et les gens se font des idées qui sont fausses. Voilà, et je trouve ça dommage. Vous comprenez ça ou pas? Vous comprenez qu'il puisse y avoir une suspicion, en tout cas. C'est pour ça que j'ai posé cette question, d'ailleurs, sur l'argent. Parce qu'effectivement, on travaille sur un personnage emblématique, certainement l'artiste le plus emblématique Je le comprends, mais dans ce cas-là, avant d'affirmer certaines choses, essayez de se renseigner avant, essayez de voir ce que la personne fait, quelle est sa vie. Moi, c'est vrai que j'ai été. On m'a dit que je profitais un petit peu du décès à Michael Jackson, alors que franchement, c'était déjà cette période, j'ai eu beaucoup de mal à la gérer, parce que justement, je voulais surtout pas profiter du décès à Michael. C'était comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal à la gérer. C'est vrai que la famille, les amis m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont dit David, c'est Michael là-haut qui t'envoie ça. Voilà, mais c'est vrai qu'au départ, j'avais beaucoup de mal à gérer ça. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas écrit ce livre pour ça. Et s'il y a eu un peu d'argent qui est tombé, tant mieux. Et puis c'est vrai que ça me permet du coup de faire autre chose à côté et puis lancer d'autres projets aussi. Amélie, oui, vous voulez Non, ajouter? j'allais dire oui, je comprends. Je comprends. Après, je trouve ça dommage que ça se passe de manière assez anonyme, lâche comme ça, souvent via Internet, via des appels téléphoniques anonymes. Voilà, je veux dire, moi, je suis ouverte au dialogue. Je pense qu'on l'est. On est là pour expliquer qui on est. Effectivement, quand les gens... Il y en a eu des polémiques rien qu'autour de ce meeting. Quand les gens disent oui, on profite, etc., les gens n'ont pas conscience qu'on travaille pendant 6 mois, que non, on ne gagne pas notre vie, et que oui, ça nous prend du temps, et que si on pouvait gagner notre vie, franchement, on ferait peut-être le meeting d'aujourd'hui à la porte de Versailles. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, oui, je comprends, mais je trouve que c'est dommage, en voulant défendre Michael à outrance, parfois, on passe à côté de l'essentiel. Voilà, il y a plein de gens qui ne se gênent pas pour faire des événements, effectivement, sans intérêt, ou enfin, à mon sens. Alors justement, est-ce que c'est pas l'une des raisons qu'il y ait des gens qui écrivent des livres alors qu'ils ne connaissent Michael Jackson ni d'Ève ni d'Adam et qui vendent beaucoup de livres? Oui, mais justement, donc ça veut dire quoi? Parce qu'on est honnête et intègre, il faut donc qu'on reste dans l'ombre et qu'on laisse parler les autres et que ce soit eux qu'on entende. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve ça dommage que Christophe Boulmé ait mis 10 ans avant de venir publiquement vraiment assumer son statut parce qu'il voulait pas se mettre en avant, parce que c'est quelqu'un de humble, de discret. Voilà, je trouve ça dommage. Je préférerais voir quelqu'un comme lui parler à la télévision que de voir d'autres que je ne citerai pas. Voilà. D'accord, donc d'autres que nous ne citerons pas, nous les appellerons d'autres. Qui ne sont pas invités aujourd'hui d'ailleurs. Et qui ne sont pas invités aujourd'hui. Alors justement, quel accueil a reçu vos livres? Quel accueil ont-ils reçu auprès des fans, je précise? On sait qu'il y a une communauté de fans de Michael Jackson. Alors moi, par rapport à l'Invincible qui est sorti en 2007, c'était pas un très bon accueil parce que en fait, à la base, je vais pas trop sur les forums et tout ça, mais là, pour la sortie du livre, j'allais voir quand même. Je voulais voir ce qu'on disait de mon bouquin. Et c'est vrai que finalement, la plupart des gens qui ont écrit des choses sur l'homme invincible, c'était assez négatif. Déjà, la première des choses, c'est qu'ils apprenaient rien. Donc c'est vrai que moi, à la rigueur, les vieux fans comme moi, entre guillemets, c'est vrai que à moins de tout avoir en tête, tu apprends certaines choses, des petites anecdotes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sa vie en elle-même, ils la connaissent comme moi.
Maintenant, c'est vrai que le but du livre, c'était vraiment de faire connaître aux nouvelles générations. Regardez ce que Michael a fait 20 ans auparavant. Et parce que j'étais persuadé qu'ils allaient être fascinés. Et d'ailleurs, on le voit au jour d'aujourd'hui par rapport au décès, c'est que la nouvelle génération est totalement fascinée par Michael Jackson. Donc voilà, c'était ça. Donc le premier livre, pas un très bon accueil. Et le deuxième, honnêtement, ça a touché tellement de monde que la plupart des choses, ça a été assez positif quand même, oui. Il y avait tellement d'émotions aussi, donc ça a été assez positif. Et comment vous l'avez vécu, vous, justement, toutes ces critiques? Ça doit être dur d'être fan, de partir d'un bon sentiment, d'une bonne intention. Oui, surtout que vous êtes devant votre ordinateur, vous vous dites, mais j'ai essayé d'écrire ça avec le cœur, j'ai essayé d'aller dans le sens quand même à Michael, tout en restant juste. Mais on le vit mal au départ, on se pose pas mal de questions, mais c'est vrai qu'après on en discute aussi avec l'entourage, avec d'autres personnes, d'autres fans de Jackson qui font aussi des initiatives. Et donc on se rend compte que déjà on n'est pas tout seul, et puis en parlant ça va toujours mieux. Effectivement, en parlant, ça va toujours mieux. L'accueil de votre livre, Amélie Dalmazo, qui a reçu beaucoup de critiques, peut-être du fait du titre seulement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu juste à cause du titre. J'ai lu une fois, d'ailleurs, pour l'anecdote, ça m'a fait rire, sur un forum, justement, une dame qui racontait qu'elle avait vu le livre à la FNAC et qu'elle n'avait même pas osé le toucher. Donc, oui, c'est vrai. Bon, en même temps... Voilà, c'est vrai qu'il y a eu deux types de réactions. La première réaction, effectivement, sur le titre, très négative. Je m'y attendais un peu. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on n'a pas parlé du propos du livre, c'est-à-dire que je me suis fait attaquer sur ma personne. Ça fait mal. C'est-à-dire quand vous avez des topics sur des forums, moi je fais pas ça pour la gloire, je m'en fous. Je fais ça parce que je suis une intellectuelle, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de défendre des propos, des choses, j'ai envie de les partager, j'ai envie de transmettre, quoi, voilà, très simplement. D'ailleurs, j'enseigne et j'aime ça. Donc c'est vrai, quand on lit sur Internet, oui, Amélie Dalmazo, cette sorcière, etc. Sorcière est un mot poli, je ne citerai pas les vrais mots dont on m'a affublé, mais franchement, oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est... Tout d'un coup, vous passez dans le domaine public, mais sauf que personne ne vous connaît et qu'on dit donc tout et n'importe quoi sur vous. Donc ça fait mal. Après, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu tellement un bon accueil par ailleurs par ceux qui ont lu le livre. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ce meeting existe aujourd'hui parce qu'il y a eu ce livre. J'ai rencontré David, voilà. J'ai rencontré tellement de gens et des vraies rencontres, voilà, de gens. Mon livre est un livre qui parle de nous aussi, c'est ça. C'est-à-dire, quand je dis Michael Jackson n'a jamais existé, bah oui, c'est nous aussi, et on s'exprime à travers lui, et tout le fantasme, toutes les projections qu'on a faites à travers lui, elles disent des choses de nous. Et donc, il y a des gens qui l'ont compris, ça, dans mon propos, et qui, de fait, sont revenus vers moi avec des réflexions philosophiques, avec des réflexions psychologiques, avec des réflexions métaphysiques. J'ai pas mal d'échanges, de débats. Je suis passionnée de débats et d'échanges, donc j'en suis ravie. Et ça m'a aidée à accepter, parce que j'avais eu, peut-être, franchement, 95% de bons retours sur les lecteurs, contre, effectivement, la majorité qui me lynchait, de ceux qui n'avaient pas lu le livre. Donc c'est vrai que, tant pis, je me suis dit, très bien, je préfère avoir 1000 lecteurs qui ont apprécié mon livre, qu'effectivement en avoir peut-être 40 000, mais qui n'ont pas été touchés ou à qui ça n'a pas apporté. Voilà. Vous n'avez jamais regretté de l'avoir écrit, ce livre? Ah non, au vu des critiques? Non, sur le coup, au départ, je me suis dit, oui, c'était une mauvaise idée, ce titre, négativement. Voilà. Non, moi je ne l'ai jamais regretté non plus. Le but, c'était de faire connaître Michael artistiquement parlant, entre 82 et 2001. J'espère y être arrivé, et c'était vraiment le but. Donc pas de regret, non. Il y a beaucoup de personnes qui ont profité ça dépend qui, de la mort de Michael Jackson pour publier des choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Les livres qui sont sortis la semaine suivante son décès, c'est vrai que moi j'en ai eu à foison là. J'en ai pris un. Bon, il y a le mien déjà, Éternel Michael. Mais étant fan, j'achète aussi les bouquins à côté. Il y en a un, le Michael Forever. Si vous voulez, je le prends. Je vois L'Homme Invincible. Bon, après ça me regarde moi, mais il a changé tous les mots et je vois que L'Homme Invincible. D'ailleurs, dans son livre, il écorche même mon nom. Il m'appelle Didier Hermite, hein, auteur de L'Homme Invisible.
Oui, je suis rentré en contact avec la maison d'édition en leur disant, mais au moins relisez ce que vous mettez, même si vous piquez les idées, corrigez. Donc après, sinon, tout le monde a envie aussi de faire connaître Michael sous son point de vue aussi, peut-être. Il n'y a pas que des profiteurs. C'est vrai, il n'y a pas que des profiteurs, mais moi je pense par exemple au livre là, qui est sorti récemment de professeur Blanchereau, je crois qu'il s'appelle, celui qui disait que Michael Jackson était un castrat, dont on a beaucoup parlé. Alors je parle de lui parce que c'est un professeur, donc pour le coup c'est un scientifique, et que ça m'embête énormément d'être amalgamé avec un mec comme ça, qui à mon sens ne fait pas de la science. À ce moment-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a fait On peut rappeler pour ceux qui n'en ont pas entendu parler rapidement. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de recherche Il n'a pas fait de la recherche. Il a fait une série d'hypothèses dans lesquelles il affirme que Michael Jackson est possiblement un castrat. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, la question qu'il pose, c'est-à-dire est-il ou non castrat, n'appelle pas une réponse scientifique, il appelle une réponse d'enquête. Ce qui est très différent. Donc, quand on ne fait pas une enquête, on ne peut pas répondre à cette question. Voilà. Donc, déjà, premièrement, c'est à côté de la plaque. Et ensuite, effectivement, ce qui m'embête, c'est que sous couvert derrière son titre de professeur, il va rendre crédible son propos. Moi, il m'a envoyé son livre avec une petite lettre. Il m'a cité d'ailleurs 2 fois dans son livre. Alors, j'aurais dû être heureuse d'être citée pour une fois. Mais bon, là, ça m'a embêtée. Voilà, je ne suis pas citée dans le bon livre. Donc, c'est dommage. C'est comme ça. Mais effectivement, il m'a envoyé une petite note en me disant voilà, je vous cite, votre livre j'ai trouvé intéressant, etc. Donc je me demande si aussi, à un moment donné, il n'a pas vu une opportunité de faire connaître sa passion pour les castrats, de faire connaître ses propres terrains d'un centre d'intérêt à travers Michael. Voilà. Je pense que c'est aussi basique que ça. C'est que je pense que la science aujourd'hui aussi, en ce qui concerne juste ce monsieur, la science a beaucoup de mal à sortir des armoires des universités. C'est la vérité. Quand vous faites un livre de science, si vous le vendez à 200 exemplaires, c'est un best-seller. Vous imaginez ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû justement au vocabulaire Alors moi, j'ai lu des livres justement traitant peut-être de sujets d'autres techniques sémiologues, mais où on ne comprend pas grand-chose. Même moi, en faisant ma thèse, des fois, j'ai envie de me taper la tête contre les murs, soyons très clairs. Et d'ailleurs, moi, j'ai écrit ma thèse. Alors, j'ai beaucoup réécrit le livre aussi. Il a été réécrit intégralement. J'ai travaillé avec une éditrice qui m'a aidé à vulgariser plus mon propos. Au bout de 6 ans, que j'avais réécrit 10 fois, j'avais plus de recul, donc elle m'a beaucoup aidé à le faire. Mais effectivement, moi, j'ai toujours eu ce désir de vulgariser, de partager la connaissance. Et donc, effectivement, je fais toujours en sorte d'essayer de me rendre compréhensible. Voilà. Et c'est dommage, effectivement, cet élitisme de certains. Voilà. Et puis, est-ce que c'est pas aussi les fans qui... alors là, je vais prendre une comparaison avec les DVD quand on voit un superbe film. Vous avez toujours le petit bonus avec le making-of. Est-ce que justement, votre livre, les fans n'ont pas envie de voir le making-of, n'ont pas envie de voir ce qu'il y a derrière C'est vrai, oui. Je pense qu'effectivement, c'est... Enfin, effectivement, il y a cette peur au départ. Il y en a qui me disent oui, mais moi, je veux pas savoir comment il fait son tour de magie. Je comprends, c'est tout à fait respectable et c'est tout à fait. Mais alors, bizarrement, moi, plus je l'ai étudié, plus il m'a fasciné. C'est-à-dire que je pense qu'il est tellement complexe et c'est tellement, il est tellement habile que c'est encore plus fascinant finalement en découvrant comment les choses se sont passées, à mon sens. Mesdames et messieurs, passionnant, on pourrait y rester toute la journée. Est-ce que vous avez des questions justement à poser à nos invités du jour? N'hésitez pas. Là. Alors, je reviens à vous si vous voulez préciser ensuite. C'est pas vraiment une question, c'est simplement toutes mes félicitations pour ce livre que j'ai lu 2 fois et qu'il faut lire et relire parce que non seulement il donne une excellente analyse du phénomène Michael Jackson au-delà même du personnage, de lui-même, et il est à prêter à ses amis, à prêter à ses ennemis, parce que les ennemis qui lisent ça se rendent compte que tous les démons, comme vous le dites très bien dans son livre, tous les démons qui montrent par n'importe quel biais à l'écran ou en spectacle, les gens le refusent parce que ce sont leurs propres démons. J'ai trouvé que votre livre absolument génial. Vous êtes adorable, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'est pas pour vous flatter, mais même à titre personnel, quand on lit votre livre, on se dit, et moi, comment j'ai réagi, pourquoi je réagis comme ça?
Et là, je préfère effectivement le terme fascination que fan. Parce que fan, on n'a plus d'objectivité du tout, alors que fascination, ça donne encore un éventail beaucoup plus grand pour aller plus loin dans les analyses des gens, tout simplement. Bravo. Bah, merci, c'est très gentil, je vous remercie. Je suis ravie parce que quand vous dites effectivement, ça me renvoie à moi-même, c'est pour ça en fait que je l'ai écrit justement. Donc j'en suis enchantée. Alors, je voulais la poser, mais la dame à côté, je crois, il y a par rapport au titre. Alors, j'ai pas acheté le bouquin non pas parce que je voulais pas l'acheter, parce que quand j'ai lu le titre qui est vraiment très interpellant de toute façon, et je pense que la provocation elle y est. Je pense que c'est peut-être fait aussi dans ce but-là. Après, juste un petit peu de bon sens, on retourne et on lit quand même l'intitulé derrière, le revers, et on voit effectivement que c'est pas contre Michael Jackson. Juste lire, voilà, pour savoir si ça peut être intégré. Après, c'est juste une question de budget parce que j'en ai acheté une quantité attendez, et moi, que je j'y ai force passé personne, un budget. hein, Non, il est à la je vous dis ça bibliothèque, parce vous que vous avez discuté avec un ami à moi qui s'appelle Xavier il n'y a pas très longtemps, et je lui avais dit que je voulais l'acheter. Effectivement, après c'est une question de temps. J'ai pas pris le temps, mais effectivement, ça me donne envie de plus de l'acheter aujourd'hui. Pour finir justement de lire, parce que j'avais lu après l'intitulé derrière qui montrait que ce n'était pas contre Michael Jackson. Quand j'ai vu le titre, il est évident que ça m'a interpellé, donc j'ai été lire derrière. Et quand on lit derrière, on voit bien que ce n'est pas contre Michael Jackson. On lit, ça explique que déjà au moins le bouquin, donc si les gens qui ont un peu de bon sens, au lieu d'avoir peur, ils lisent juste l'intitulé derrière, on voit de quoi ça parle. Par contre, le premier bouquin que j'ai acheté, effectivement, c'est celui de David Lermite, parce que j'étais dans tous mes états et que j'étais à la FNAC en train de pleurer et que c'est le premier que j'ai lu. Et comme je suis fan, effectivement, pas complètement cinglé non plus, ni fanatique, mais c'est que j'ai trouvé très bien et qu'on voit qu'il est fan aussi, que ça m'a réconforté dans mon statut de fan aussi. Voilà. Merci. Alors, une autre question là-bas. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. J'ai eu l'occasion Bonjour. de lire vos livres. Vous m'avez rappelé, mais il y a plus de 30 ans, quand j'ai acheté Bill It, c'était un 45 tours. J'ai eu la chance de voir Michael Jackson sur scène, puisque c'était Bed et c'était au Parc des Princes. J'avais 13 ans à l'époque. Et vous, comme moi. Donc j'étais. J'en avais 14. Oui, j'étais fasciné. Donc, j'aimerais juste revenir à un petit passage. Vous parlez des insultes que vous avez reçues. Figurez-vous que j'en reçois tous les jours, mais sur Facebook, comme quoi je suis un gay refoulé, comme quoi Michael Jackson, soi-disant, avait des tendances, vous voyez. J'aimerais savoir comment vous faites par rapport à d'autres fans, parce que là, j'ai eu saturation il y a 2-3 jours, là. Donc, c'est allé trop loin. On a créé même sur Facebook une page qui s'appelle « Pas d'insultes envers les fans et envers Michael Jackson ». Et j'aimerais juste avoir un conseil à vous demander, puisque vous l'avez subi aussi. Moi, je subis tous les jours des insultes comme quoi je défends un pédophile. Donc, c'est très dur. Et j'aimerais savoir, je vous demande aujourd'hui un conseil. Qu'est-ce que je dois faire envers, soi-disant, des faux et vrais fans? Parce que moi, j'ai juste beaucoup d'admiration pour lui, puisque j'avais 2 chanteurs qui sont plus là aujourd'hui. C'était Elvis Presley et Michael Jackson. Donc, ça a été un grand moment quand sa fille s'est mariée avec Jackson. Donc, j'aimerais savoir quelle parade, parce que là, j'arrive vraiment à saturation. La preuve, j'ai supprimé mon profil sur Facebook quasiment parce que ça a été trop là. Parce que là, il y a un grand débat. Je ne sais pas si c'est le but aujourd'hui de dénoncer les faux fans qui se font insulter tous les jours. Alors, si je peux vous répondre. Oui. Moi, je pense déjà qu'il faut faire du tri. C'est-à-dire sur Internet, tout le monde est glorieux et fort, mais quand Bien vous sûr. avez les gens en face, déjà, Oui. ils sont beaucoup moins courageux. Bah écoutez, surtout quand, vous voyez, je suis handicapé depuis peu de temps. Alors quand on leur dit qu'on est handicapé, bizarrement, j'ai des excuses. Récemment, je vous la ferai courte. Il y a deux demoiselles qui m'ont dit que j'étais gay parce que j'aimais, qui sont des fans. Et je lui dis, écoute, manque de bol pour toi. Je suis au commissariat, je viens de porter plainte. Donc ta conversation, elle est sur mon truc. Moi, je pense qu'il faut pas. Mais là, c'est assez dur parce que il est plus de ce monde. Et là, bizarrement, il y a des gens, le fait peut-être qu'ils l'ont pas vu, qu'ils n'ont pas eu la chance de le voir à ces grandes années. On parlait de Thriller, c'était je crois que c'est son plus gros sommet. Comment vous faites, vous, aujourd'hui? Parce que là, j'arrive plus. Donc je vous dis, vous faites du tri déjà sur Internet, vous pouvez bloquer les gens, les faire gens. ne plus exister. Vous savez, c'est toujours excusez-moi, les cons qui parlent le plus fort. Bien sûr. Voilà. Écoutez plutôt ceux qui vous soutiennent. Il y en a. Prenez le bon, ne prenez pas le mauvais, ne répondez pas. C'est-à-dire, répondez que à ceux qui valent la peine. C'est-à-dire, une fois à la rigueur publiquement, une fois que vous avez dit les choses, passez votre chemin. Ne perdez pas votre énergie, ne bouffez pas votre cerveau à entendre ces gens-là, parce que c'est ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. C'est tout.
Merci. Alors, j'arrive, mesdames, j'arrive. Pardon. Hop. Alors, bonjour à tous les deux. Donc, je voulais vous remercier pour votre conférence, parce que là, vous m'avez donné envie de lire le livre que vous avez écrit, madame. Parce que c'est vrai que par rapport au titre, j'avais quelques appréhensions. Et là, j'ai enfin compris quel était le but de votre livre. Et donc, je voulais vous en remercier, même à monsieur, parce que au moins, ça fait vivre la passion de Michael Jackson. Parce que moi, j'ai connu Michael Jackson lorsqu'il a sorti son album Invincible, un album que j'ai à votre abonnement apprécié. Mais dans mon collège, j'ai été très vite victime d'insultes, et au lycée également. On m'a insulté de pédophile tous les jours. J'ai même des amis qui sont venus chez moi et qui ont déchiré les t-shirts et les posters de Michael Jackson que j'avais. Donc, on m'interdisait complètement de vivre ma passion. J'ai même été attaqué par un groupe de 7 qui ont voulu me faire des attouchements sexuellement. Parce qu'il fallait que j'ai un châtiment par rapport à être fan d'un pédophile. Et donc, comme j'étais fan d'un pédophile, on m'insultait de pédophile. Alors donc, voilà. Enfin, je voulais vous donner un grand remerciement. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci, monsieur. Merci pour votre témoignage. Alors, oui, on a bientôt... On me fait signe. Alors, est-ce que ça va être la dernière question, s'il vous plaît ? De toute façon, tous les intervenants sont à disposition dans le salon toute la journée, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Mais voilà, vous pourrez leur parler, quoi. Merci. Donc moi, je voulais vous féliciter, surtout David, parce que vous, j'ai pas lu votre livre. Je suis désolée par rapport au titre. Mais bon, je vais me le procurer, je le lirai. Excusez, non, mais vous voulez, pas de problème. Moi, je suis donc auteur d'un livre qui sort aujourd'hui sur Michael. Je suis très fière de l'avoir fait. Pardon ? Je m'appelle Sonia, j'ai 52 ans, j'ai le même âge que Michael. Je suis sa carrière depuis plus de 25 ans. J'ai été atterrée par tous les propos et toutes les accusations qu'il a supportées tout au long de sa vie. Et avec son décès, moi, j'essaye pas de faire de l'argent. Je suis attaquée, moi aussi, sur Facebook. Le livre sort aujourd'hui, j'ai déjà reçu des insultes, etc. Mais je m'en fiche. Je suis là pour défendre mon artiste. Il a fait plein de belles choses dans sa vie, on n'en parle jamais. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre pour expliquer aux jeunes générations, parce que depuis la mort de Michael, il y a eu une nouvelle vague de fans. Et ces gens-là ne connaissent pas l'homme, ni l'artiste. En fait, connaissent les classiques de Michael, mais ne connaissent pas la discographie. Donc, j'ai fait plus un livre sur l'homme que sur l'artiste. Voilà. C'est Michael l'authentique. Voilà. Eh ben, bravo à vous, madame. Écoutez, merci à toutes et à tous. C'était un échange passionnant. Vraiment, on aurait pu encore parler toute la journée. Je vous prie d'applaudir encore une dernière fois Amélie Dalmazo et David Lermite. Oui, il y a une séance de dédicace. Ça, tout de suite. Alors pour David Lermite, la séance de dédicace, c'est tout de suite. Donc vous le retrouvez juste dans le forum. Et pour Amélie Dalmazo, ce sera tout à l'heure. Voilà, merci et bon forum.